par Intel. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite le sommaire. Et si les parents s'inquiétaient trop pour leurs enfants, selon une étude réalisée en octobre auprès des 18-25 ans pour The Conversation France, eh bien les jeunes seraient plutôt optimistes. Alors auto-persuasion ou réalité, on va en parler avec notre invité. À l'approche de Noël, les éditions Bayard Jeunesse s'associent à Emmaüs pour inciter à faire un geste envers ceux qui en ont le plus besoin. On en parlera en seconde partie d'émission. Dans sa chronique Vue sur les réseaux, Guillaume Ouattara nous parlera de son application préférée, TikTok évidemment, accusée de dépraver les mœurs. Guillaume, que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Débutons ce journal avec deux anciens ministres de l'Éducation nationale qui prennent la parole pour critiquer les réformes annoncées par Gabriel Attal. Une tri sociale pour Najat Vallaud-Belkacem, une mesure qui tourne le dos à la mission fondamentale de l'éducation pour Benoît Hamon, ministre de l'Éducation nationale, qui n'avait pas fait de rentrée scolaire. D'ailleurs, pour l'anecdote, je vous propose d'écouter les propos de ces deux anciens ministres. Notre système, en fait, ne pourra remettre de l'équité que si on apprend à gérer de l'hétérogénéité des classes. Et c'est en cela que les réponses aujourd'hui apportées par l'actuel ministre, qui consiste à faire des groupes, des classes de niveau, qui consiste à remettre du redoublement, etc., c'est-à-dire qui consiste en réalité à refaire du tri social, à externaliser la difficulté, on va y venir parce que c'est très important. C'est très important ce que vous dites. Ça n'est pas à la hauteur. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on permet à nos enseignants d'être en mesure et formés pour gérer l'hétérogénéité des classes. Ce que je comprends de ce qu'il va faire m'effraie. Pourquoi ? Déterminer et décider que dès la 6e, on va faire des groupes de niveau en mathématiques et en français, c'est décréter dès la 6e qu'il va y avoir les élèves à la cave, les élèves au rez-de-chaussée et les élèves au premier étage. Et c'est s'assurer, dans ces cas-là, que ceux qui vont être désignés pour aller à la cave dès la 6e, ils resteront jusqu'au bout. Et les syndicats, eux aussi, ne sont pas tendres avec les réformes. Oui, c'est le quotidien régional Ouest France qui a fait un petit tour d'horizon de plusieurs réactions syndicales. D'abord avec Sophie Vénétité, qu'on connaît bien ici à School TV, qui file la métaphore pour le quotidien en expliquant que ce bac Blanquer, c'est un peu comme un vieux vêtement qu'on essaye de raccommoder. À un moment, il faut le jeter. Voilà, un peu d'humour du côté donc du SNES FSU. Sur la méthode dite de Singapour pour l'apprentissage des mathématiques dans la primaire, avec l'apprentissage des fractions le CM1, là aussi les syndicats tiquent. Ce n'est pas parce que les élèves réussissent à Singapour avec cette méthode que l'on va nous aussi y arriver. Ça va ajouter de la complexité au programme qui est déjà très chargé en mathématiques. Voilà ce que dit Guylaine David, porte-parole du SNUIP FSU. On poursuit à Libourne désormais, où des enseignants d'un lycée exercent depuis lundi soir bien leur droit de retrait après la découverte d'une lettre d'insulte et de menaces de mort à caractère racial. Citation, les Arabes du lycée, on doit les tuer, je vais les saigner comme les cochons de mon grand-père. Voilà le triste mot, même très inquiétant, qui a été retrouvé lundi dans l'établissement. Une enseignante de l'école était également nommée dans le courrier qui a été retrouvé dans cette lettre de menace. Elle a décidé de porter plainte en réaction. Donc, vous le disiez à l'instant, les enseignants ont exercé leur droit de retrait. Ils dénoncent un danger grave et imminent. L'établissement a lui signalé auprès du rectorat un niveau d'alerte renforcé, niveau 3, et les enseignants souhaitent une fermeture administrative le temps de l'enquête. Voilà ce que dit la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Nous condamnons absolument les propos de ce petit mot. C'est immonde et inacceptable, d'autant plus qu'il s'en prend à une enseignante et à un groupe d'élèves identifiés. C'est un public qu'on a peu l'habitude de voir manifester. Des étudiants et des enseignants de classe préparatoire étaient dans la rue hier pour dénoncer la fermeture annoncée de plusieurs prépas à la rentrée. Et oui, ça a été annoncé par le rectorat de Paris, les classes prépas littéraires du lycée Lamartine et Chaptal. Pour la filière scientifique, c'est les prépas du lycée Claude Bernard et Carnot. Et puis une prépa ATS, vous savez, c'est les prépas qu'on suit quand on a fait un BTS, celle du lycée Pierre-Gilles de Gênes. Côté économique, une prépa ECG, économique et commerciale voie générale du lycée Jacques Decour dans le 9e est menacée. Voilà, toutes ces prépas donc sont menacées de fermeture. Pourquoi, demandent les enseignants? Eh bien, pour deux raisons, selon le rectorat. D'abord, des difficultés
économiques, ça coûte trop cher, et puis des difficultés de recrutement, a priori, d'enseignants. C'est faux, hein, selon les enseignants qui ont publié une tribune dans le Figaro. Il s'agit à chaque fois de classes dynamiques, sans problème d'effectifs, qui ont toute leur place dans le paysage global des études supérieures parisiennes. À noter qu'une pétition lancée par les étudiants et les enseignants a d'ores et déjà récolté 10 000 signatures. Merci beaucoup Guillaume pour ces infos. Alors malgré un contexte national et international difficile, eh bien, les jeunes sont plutôt optimistes. C'est en tout cas ce que révèle une étude menée par The Conversation France pour près de 1000 personnes interrogées entre 18 et 25 ans. Des jeunes plutôt positifs, mais avec des changements surtout dans leur façon de penser et d'aborder le monde. On va en parler avec Fabrice Rousselot qui est directeur de la rédaction de The Conversation et auteur de cette étude. Et pour parler de cette fameuse enquête, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Fabrice Rousselot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur de la rédaction de The Conversation. Un petit mot justement sur The Conversation pour qu'on sache réellement de quoi on parle. Oui, c'est vraiment un média un peu différent. C'est un média unique puisque c'est une collaboration entre chercheurs et journalistes. En fait, les chercheurs écrivent les articles, les journalistes éditent pour les rendre plus accessibles. C'est un contenu gratuit, sans publicité et qui circule dans toute la presse puisque la presse reprend nos contenus. Donc c'est vraiment l'idée de partager un peu le savoir, de faire en sorte que la recherche descendre dans le débat public et qu'on informe et décrypte un petit peu mieux sur les éléments, les grands enjeux du moment, avec humilité. Mais voilà, c'est ce qu'on fait au quotidien. Il y a tous les jours une newsletter et un site web. Alors l'enjeu du moment, justement, c'est aussi la santé des jeunes, et on y pense, la santé mentale notamment. Inflation, changement climatique, guerre, tout porte à croire que le moral des jeunes pourrait être au plus bas. Eh bien non, figurez-vous, cette enquête, justement, réalisée en octobre auprès des 18-25 ans par le cabinet d'études Georges, prouve le contraire et se veut rassurante. Oui, elle se veut rassurante. Alors après, elle est quand même ancrée dans la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, la grosse surprise, c'est qu'en effet, 71% des jeunes interrogés, c'est un échantillon de 1000 personnes représentatifs sur toute la France, eh bien, se disent optimistes par rapport à l'avenir et au futur. Et c'est vrai qu'on se dit là, oula, dans un contexte international qui est celui qu'on connaît, face à l'éco-anxiété, etc., on pourrait croire le contraire, mais non. Mais ce dont on se rend compte également par rapport à cette étude, c'est qu'ils sont optimistes par rapport au futur, mais ils sont très ancrés dans la réalité, et notamment leurs engagements sont des engagements de proximité où en fait ils n'ont pas tellement confiance en la sphère publique et l'espace public, ça les inspire pas. Par contre, ils font beaucoup de choses à leur niveau, et ça c'est intéressant. On va décrypter justement tout ça ensemble si vous le voulez bien. La première question, c'est comment est réalisée cette enquête. Alors je dis 1000 effectivement jeunes qui ont été interviewés, 18-25 ans. Oui. Des questions sommaires, oui, non. Alors, deux choses. Déjà, cette enquête-là, elle est assez intéressante parce qu'elle est large. On a voulu vraiment, nous, ce qui nous intéresse à The Conversation, comme je le disais, on essaie de décrypter un peu les grands enjeux. Donc évidemment, le public jeune, on travaille avec des professeurs d'université, le public jeune nous intéresse, et donc c'est dans cet esprit-là qu'on a fait cette enquête. On l'a voulu large, très large, donc ça va de la sphère intime, en passant par le rapport au travail, le rapport à l'information, etc. On voulait prendre le pouls de cette jeunesse. Ce qu'on voulait aussi, c'est faire très attention à ne pas faire une enquête parisienne, voilà. Oui, donc c'est une enquête sur tous les territoires français, avec toutes les classes sociales, et on a mélangé tout ça. Et c'est là que du coup ça devient intéressant parce qu'on avait une énorme matière. L'enquête elle-même, le compte-rendu fait 80 pages. Et donc on avait une énorme matière pour commencer à réfléchir, à comprendre ce qui se passe, prendre le pouls de la jeunesse et comprendre comment cette jeunesse en fait a envie de faire face au futur, à ce futur qu'on dit compliqué. Alors la question, êtes-vous heureux? Qu'ont-ils répondu? Est-ce que l'avenir leur fait peur? Alors, l'avenir leur fait pas tellement peur. Ils sont heureux, c'est-à-dire qu'ils sont heureux, et alors ils sont heureux aussi dans la sphère familiale. Et quand on leur dit mais qu'est-ce qui vous rend heureux, ce sont les amis, ce sont les proches, ce sont la famille. Et donc on se rend compte que encore une fois, il y a cette approche très, d'une certaine manière, c'est assez mature. C'est plutôt que de dire on va potentiellement avoir à changer le monde, ou on va potentiellement faire face à des choses énormes, on va regarder autour de nous comment, avec cet entourage proche, on peut faire face aux petits défis qui sont les nôtres, et ces défis-là vont peut-être faire changer le reste. Donc on est dans cette démarche-là, et on s'en est rendu compte parce qu'en fait on a pris le soin aussi, nous, à The Conversation, d'interroger des jeunes après l'étude. On a fait un événement à Sciences Po, on a fait venir plein de jeunes, et on avait ce retour-là, qui disait, mais quelquefois, en fait, on n'a même pas le choix. En fait,
on s'engage parce que si on ne s'engageait pas, on choisirait pour nous notre orientation, etc. etc. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, pardon, je vous coupe, mais quand vous dites on n'a pas le choix, c'est un peu ce qui est ressorti. Moi, j'ai lu effectivement entièrement l'étude, je l'ai regardée de très près, et à la fois on a l'impression de quelque chose qui est vraiment pensé, ressenti, effectivement, cet optimisme, ce bonheur qui est là, et en même temps cette idée de on n'a pas le choix en fait. Il faut qu'on soit heureux parce que de toute façon c'est tellement l'enfer. C'est un peu ça, c'est un peu les deux coins de la même pièce, et avec cette idée que, en fait, si nous, on ne fait pas quelque chose à notre niveau, de toute façon, rien ne se passera. Et donc, plutôt que d'aller envisager des grandes... C'est pas le grand soir, c'est-à-dire que cette enquête, c'est tout le contraire de c'est la grande révolution. Et quelquefois, on a ce message-là dans certains médias, on nous dit les jeunes, ils vont tout renverser, il faut qu'ils fassent, le changement climatique à eux tout seuls, etc. C'est pas du tout le cas. Là, on va, et on en parlera, on va s'engager sur le gaspillage alimentaire, on va s'engager sur l'engagement, sur l'environnement, mais à notre niveau, et c'est aussi à travers nos associations, nos amis, nos proches qu'on fera cette différence. Parlons-en des engagements, justement, parce que c'est très intéressant de voir que leur engagement est toujours sur des causes précises, sur des causes citoyennes, culturelles, mais pas politiques. Alors là, il y a un élément qui est absolument extraordinaire dans ces enquêtes qui peut paraître au premier abord comme une contradiction, mais moi je ne la perçois pas comme une contradiction. Non, parce qu'elle est sacrément nuancée, c'est très intéressant d'ailleurs de regarder. Quand on leur dit mais quelles sont les preuves d'engagement pour vous ? Alors l'appartenance à un parti politique, l'appartenance à un syndicat, aller manifester, se mobiliser pour une cause, ça arrive quasiment en dernier. Par contre, d'aller voter, pour eux, c'est une première cause d'engagement. Donc on pourrait se dire, c'est complètement contradictoire. On sait très bien que les jeunes, en tout cas sur les dernières élections, votent peu. Qu'est-ce qui se passe ? Et l'interprétation qu'on en a faite, et qu'on a en plus vérifiée auprès de jeunes, c'est qu'en fait, le vote, en théorie, comme un instrument de démocratie, pour eux, ça reste déterminant. Par contre, la difficulté, c'est que l'espace public tel qu'il existe aujourd'hui ne les inspire pas. Ils ne se retrouvent pas dans les personnalités politiques, ils ne se retrouvent pas dans les partis, dans les syndicats. Et donc, il y a, vous savez quoi, si on pouvait voter pour des gens qui font vraiment une différence à notre niveau et pour nous, on voterait. Et le vote reste donc cet instrument extraordinaire d'influence, d'engagement et de démocratie. Oui, mais alors, le problème, c'est qu'au quotidien, on n'a pas ce qu'il faut. Quand vous vous retrouvez à Sciences Po face à eux, qui est quand même le lieu, pour parler de ça, qui est quand même le lieu idéal, vous leur dites, vous avez donc un droit de vote, vous avez une carte d'électeur potentielle, et donc là, vous ne le faites pas. Et pour autant, vous pensez que c'est le premier engagement, c'est celui-ci. Comment vous l'expliquez ? Si, ils expliquent en disant, voilà, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas les gens qu'il faut. Si on avait les bonnes personnes... Mais ça fait 50 ans que je dis ça. Alors c'est vrai. Alors après, nous on leur a posé la question un peu plus haut, mais du coup, vous faites rien. Ah non, on fait pas rien. Parce que ce qu'on fait, justement, c'est peut-être pas de voter par rapport à une personnalité politique, parce qu'on se retrouve pas dans un tel ou un tel. Je vais pas citer des noms, ça ne servira à rien. Par contre, oui, on agit. Donc arrêtez de nous dire qu'on n'agit pas. Alors ils étaient très... vous avez cette image là, cette jeunesse qui veut rien faire, qui est feignasse, etc., etc. Voilà, là c'était. On n'est plus du tout là-dedans. On n'est plus du tout là-dedans. On agit, mais ce dont vous ne rendez pas compte, c'est ce que vous considérez vous les vieux. Ils nous ont appelés les vieux, mais j'étais un petit peu offensé. Ce que vous considérez comme l'engagement, là, les partis, c'est pas ça pour nous. Pour nous, c'est ce qu'on fait sur le terrain. Et là, on le voit, gaspillage alimentaire. Une des premières causes de l'engagement, le gaspillage alimentaire. Donner de sa personne, aider les gens, faire des dons en argent, etc. Se mobiliser au quotidien pour telle ou telle cause. Aller dans une association locale pour aller repeindre un bâtiment. Tout ce genre de choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais pour eux, c'est ça l'engagement d'aujourd'hui. Alors justement, ce qui ressort, c'est un engagement du coup en fait des citoyens entre eux, comme si en fait ils ne croyaient plus en hommes et femmes politiques, et où ils pensaient qu'ils pouvaient faire bouger la société parce que c'est finalement le peuple, les citoyens qui vont eux-mêmes faire bouger les choses. Ce qui était intéressant, je trouve, dans cette enquête, c'est qu'il y aurait si on la lit à plat, on se dit il y a un champ énorme pour le politique. Le politique s'est planté, les jeunes ne se sentent pas représentés, donc il faut qu'ils s'en emparent. Donc ça, c'est la première lecture un peu facile. Mais dessous, on se rend compte qu'en fait, ça suffira pas. C'est-à-dire que les jeunes sont en train de dire non, mais même, c'est pas par le politique qu'on va y arriver de toute façon, c'est pas les bonnes structures. Il faut qu'on commence au niveau local, au niveau associatif, tout ça. Et ce que je disais tout à l'heure, et je voudrais bien en parler parce que c'est important, l'optimisme qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est un optimisme qui est ancré dans la réalité. Il place la santé mentale et la santé physique comme l'un des éléments déterminants de leur identité. Donc ça renvoie évidemment au post-Covid, au fait que les étudiants n'étaient pas bien, ne savaient pas comment réagir. Deuxième chose,
Ils se disent adultes à 86%. Excusez-moi, mais juste avant, je veux réagir à ce que vous venez de dire, pardon, parce que j'ai noté quand même 52% pensent qu'ils vivront soit ni mieux ni moins bien que leurs parents, soit moins bien qu'eux. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'ils prennent en compte? Les 39%, c'est de ni mieux ni moins bien. C'est-à-dire que c'est quand même, on est à la fois optimiste et en même temps, c'est quelque chose assez négatif quand même. Je disais, il y a cet optimisme qui, en disant, on se force à l'être et on va faire tout ce qu'il faut pour l'être au niveau du quotidien. Par contre, on a des défis à relever qui sont difficiles. Donc, on parlait de la santé mentale. Un autre chiffre intéressant, ils disent, on est tous adultes à 86%, ce qui est énorme pour les 18-25 ans. Et on leur dit, mais bon, c'est quoi être adulte? C'est une question d'âge? Non, c'est pas une question d'âge. Il faut être autonome financièrement. Donc quand on commence à écouter leur rapport au travail, c'est très intéressant. C'est pas du tout l'insouciance qu'on décrit quelquefois. C'est au contraire une vraie maturité. Ça renvoie aussi à la précarité du logement, ça renvoie à toutes les difficultés économiques. Ils se disent, moi je serai adulte quand je serai autonome financièrement. Ça, c'est important. Et même, je serai un homme politique, je l'entendrai vraiment, c'est quelque chose qu'il faut entendre et auquel il faut adresser. Mais aussi pour les entrepreneurs, pour les sociétés de manière générale, parce qu'on ne vit plus pour travailler, mais on travaille pour vivre. Oui. C'est quand même très différent comme prisme et ça peut créer une incompréhension, justement, entre les salariés et les employeurs. Tout à fait. Sur le travail, c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a une véritable exigence. D'une certaine manière, ils veulent un peu tout. Mais pourquoi pas, hein? Ils veulent à la fois être autonomes financièrement, ils veulent gagner bien leur vie, ils veulent une vraie bonne ambiance au travail, ils veulent des engagements des entreprises par rapport aux causes qui leur importent. Et donc, il y a vraiment une espèce d'exigence globale sur le travail. On n'est plus dans « on travaille pour travailler », mais on travaille pour faire une différence. Et de nouveau, ça rejoint cet engagement qu'on évoquait tout à l'heure, moi que je qualifie d'engagement un peu de proximité d'une certaine manière. Parler d'engagement aussi, ça revient aussi à critiquer, entre guillemets, l'actualité. L'actualité provoque inquiétude et fatigue et plus qu'indignation et mobilisation. C'est ce qu'on revenait un peu à dire, hein, c'est ça. Voilà, en fait, ils n'ont plus confiance dans les médias. Non, alors, vous avez forcément évoqué ce point. Je peux d'autant en parler que j'étais encore hier à l'école Étienne, qui est une école d'illustrateurs, et on avait un débat sur la confiance dans les médias, et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient maintenant depuis une dizaine d'années. Ils n'ont plus confiance dans les médias, et surtout, ils sont très inquiets, très angoissés par rapport à cette actualité. Et donc, ce qu'ils nous disent, c'est que, vous savez quoi, le politique, on ne regarde plus. L'économie, on ne regarde plus. L'actualité internationale, on ne regarde plus. Quand on regarde la culture, on regarde le bien-être, on regarde des trucs sur le sport, on regarde ce genre de choses. Et donc, il y a cette espèce de déviation où, face à cette actualité anxiogène, et c'est vrai que si on regarde l'actualité aujourd'hui de façon très factuelle, elle est très anxiogène, et ils se déplacent. Et hier, quand je discutais avec les étudiants de l'école Étienne, c'était intéressant parce que je leur demandais, mais comment vous consultez l'actualité? On parlait aussi de l'étude, etc. Ils me répondaient, nous, on choisit nos thématiques. Et en fait, parce que moi, je m'intéresse à la liberté en général, etc., je vais regarder ces thèmes-là. Moi, je m'intéresse à la place des femmes, je vais regarder ces thèmes-là. Et du coup, plutôt que de subir une actualité anxiogène, ils choisissent les thématiques, ils choisissent les sources qui vont avec ces thématiques, ce qui est plutôt une très bonne démarche en tant que journaliste par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, la désinformation, etc. Et tout dépend de la source qu'on choisit. Bien sûr. La source, comme moi je le dis souvent, est plus importante que l'information. Oui. Mais en tout cas, que les jeunes choisissent leurs thématiques dans lesquelles ils se sentent bien et qu'ils en fassent des repères d'actualité, je trouve que c'est une très bonne chose. Par contre, l'actualité anxiogène, les journaux télévisés, les guerres, etc., pour eux, c'est trop difficile. C'est difficile. Alors, vous parlez d'un autre point qui est passionnant aussi, c'est l'identité. Et pour 16% seulement, les opinions politiques contribuent à dire qui ils sont, contre 37%, par exemple, pour l'orientation sexuelle, ou 43% pour les causes qui leur tiennent à cœur. Le genre est devenu vraiment un facteur d'identité pour les jeunes, c'est-à-dire que... l'orientation sexuelle et le genre, c'est différent. Et l'orientation sexuelle également, mais en tout cas, encore une fois, des discussions qu'on a eues et à Sciences Po et qu'on a depuis, on se rend compte que vraiment, c'est important pour eux. On l'a dit tout à l'heure, l'orientation politique, en fait, ils sont, pour le dire comme ça, ils s'en fichent, pour pas dire ils s'en foutent, parce que tout simplement, pour eux c'est pas important. Et j'ai même eu un échange il y a pas très longtemps avec une jeune étudiante qui me disait que justement, je ne sais même pas ce que ça veut dire l'orientation politique. Moi, j'ai pas d'orientation politique. Ce qui m'intéresse, c'est certaines causes. Et je suis à fond dans ces causes. Je ne sais pas si je suis à gauche, à droite, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, ça ne m'intéresse pas. Et donc, on en revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que les repères que nous, on a et qu'on impose sur la société d'aujourd'hui
c'est plus les mêmes pour les jeunes. À tel point que on pense, nous, l'année prochaine, reconduire cette enquête et faire l'enquête sur comment l'engagement a changé, comment les codes d'engagement ont changé et comment en fait la jeunesse est en train d'inventer un nouvel engagement. Et ça, je trouve que c'est passionnant. Et ça veut surtout dire qu'en fait, politique n'est plus égale finalement à engagement pour des causes. Non. On ne voit plus du tout l'homme ou la femme politique sur l'engagement. Non, moi par exemple, un point, je m'intéresse à la politique depuis un petit moment, on pourrait dire par exemple que les partis écologiques, ça pourrait servir de repère pour ces jeunes-là. Mais surtout celui-ci. Voilà, on a des jeunes qui sont engagés sur l'environnement, qui sont anxieux par rapport à ce qui va se passer, donc on se dit pourquoi pas, et non. Et pourquoi non, quand on leur demande, c'est à la fois une question de personnalité. Ils ont l'impression que les partis verts ou le parti vert et les autres, tout ce qui tourne autour de cette mouvance-là en France et ailleurs, sont entrés dans le système et dans le jeu politique. Ils parlent beaucoup de jeux politiques. Et pour eux, ils disent, nous, ça ne nous intéresse pas. C'est des jeux de personnes. C'est des personnes qui sont en train de se renvoyer des tweets sur les réseaux sociaux. Ça ne nous intéresse pas. On en revient à la cause. C'est quoi la cause? Qu'est-ce qu'on peut faire? Gaspillage alimentaire. Nous, on a été surpris de voir le gaspillage alimentaire comme la première cause qu'ils entendent défendre, parce que tout simplement, ils peuvent faire une différence au quotidien. Et oui, c'est ça, ils peuvent agir. Il y a aussi une étude sur les émotions. En fait, ils sont beaucoup moins assujettis aux conditions émotionnelles par rapport au travail. L'important, en gros, c'est l'autonomie financière, c'est d'avoir un travail, d'avoir un logement. Le reste, ils sont très pragmatiques, en fait. Et quelque part, ça m'a un peu inquiétée, pardon. Ça m'a rendu un peu pessimiste. Non, mais je me pose la question, enfin, je vous la pose surtout. Je me dis, est-ce que c'est normal, finalement, de penser comme ça? Ou est-ce que c'est une façon de se rassurer? Je pense que c'est un peu les deux. Après, moi, vous dites pragmatique, moi je dis ils sont matures. Mais c'est vrai qu'on se dit quelquefois où est un peu ce sentiment de créativité, de choses comme ça. Et je pense qu'il est là, mais il est caché derrière plein de choses. Il est caché derrière cette pression du quotidien, ce qu'on disait. Parce que, encore une fois, quand on part de leur engagement, ils nous disent, mais vous savez, il faut qu'on le fasse de toute façon. Il faut qu'on s'engage, il faut qu'on arrive, il faut qu'on se batte. À notre niveau, mais il faut qu'on se batte. Ça pèse sur des épaules de quelqu'un qui a 18, 19, 20 ans. À mon époque, il y a très longtemps, quand j'avais cet âge-là, oui, on pouvait avoir des engagements, on l'avait à travers son activité professionnelle, etc. Mais aujourd'hui, c'est un impératif. Et donc, plutôt que de dire, on ne va pas arriver à changer le monde, on ne va pas arriver à changer la planète, par contre, on va arriver à changer notre quartier, on va arriver à changer, à travers cette assos, peut-être le ramassage de tel ou tel déchet dans le coin. Enfin, et là, on va faire la différence. Et ça, c'est un peu leur leitmotiv, c'est ce qui les pousse au quotidien avec toutes les autres causes qu'on a évoquées. Oui, être adulte, c'est être autonome financièrement à 58% quand même. Oui, parce qu'il y a de la précarité aujourd'hui. Regardez les étudiants qui n'ont pas de logement. Moi, j'en connais qui sont obligés de faire des voyages, des allers-retours en train pour pouvoir assurer leurs études, qui n'ont pas les moyens de se loger, qui logent chez leurs parents. Et donc, ils se disent, oui, vous me demandez quand est-ce que je serai adulte? Je serai adulte quand je serai autonome financièrement, quand j'aurai un logement, quand je pourrai assurer le besoin des gens autour de moi. Et ça, c'est très mature, c'est très pragmatique. Alors, c'est mature, mais à vous écouter, c'est quand même la réponse... Enfin, je me pose la question de savoir si c'est la réponse de jeunes qui sont heureux et finalement sereins et optimistes, comme ils le disent à 71%. Optimistes, oui, ils le sont, ils le disent. Est-ce qu'ils sont heureux et sereins? C'est pas la même chose. On peut être optimiste parce qu'on se projette par rapport à un avenir, et on se projette par rapport à un avenir, encore une fois, à travers les causes qu'on défend et ce qu'on fait au quotidien. Par contre, est-ce que ça veut dire que là, dans l'instant présent, ils sont heureux complètement? Oui et non. Ils sont heureux dans un cadre familial, ils sont beaucoup moins dans l'espace public. Ce qui est clair, c'est que l'espace public ne les inspire pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils n'y s'y retrouvent pas. À notre époque, on pouvait se retrouver, encore une fois, dans des causes, dans des grandes causes, etc., les manifester. Non, ça ne les intéresse pas. Est-ce que c'est une question de personne? Est-ce que c'est une question de parti? Est-ce que c'est une question de système? Je crois que c'est un peu tout. Ils parlent beaucoup de ce système auquel ils ne croient pas. Oui. Ils parlent beaucoup de la fonction présidentielle, ils parlent beaucoup de tout ça. Donc, et ça, non, ça ne les rend pas heureux. Par contre, ils se créent leur propre nulsateur, ils se construisent leur propre bonheur dans leur quotidien, dans la différence qu'ils font au quotidien. Et ça, c'est important. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Fabrice Rousselot. Elle nous a parlé justement de cette enquête que vous avez menée en octobre auprès des 18-25 ans pour donc votre journal, magazine, je ne sais pas comment dire ça. Site web, plateforme, voilà. Plateforme, site web, The Conversation. Et donc, auprès des 18-25, donc 1000 jeunes qui ont été interviewés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci de l'invitation. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve.
De retour dans le grand JT d'éducation cette année pour Noël, Bayard Jeunesse s'associe à Emmaüs et invite les enfants avec toute leur famille à faire un beau geste. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur le plateau Delphine Solière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous une nouvelle fois. On est ravis de vous recevoir à chaque fois dans le grand JT. Vous êtes directrice des magazines Bayard. Les magazines Bayard, on les a, Okapi, Astrapi, Phosphore, Pomme d'Api, J'aime lire et Image Doc bien sûr. Voilà, plein de super magazines pour tous les âges, que ce soit pour les plus petits comme pour les plus grands. On s'intéresse à plein de sujets évidemment sociétaux. Là, on va parler de l'opération Un cadeau pour la vie. En quoi ça consiste précisément ? En fait, cette année, on a eu envie de rassembler tous nos lecteurs autour d'un projet solidaire, surtout autour des cadeaux, parce que finalement, les enfants attendent vraiment avec impatience de ce qu'ils vont avoir pour Noël. Ils font des listes au Père Noël et compagnie. Mais pour nous, l'enjeu, c'était de leur faire prendre conscience de ce que c'était qu'un cadeau, que ça avait du poids, que ça avait du sens et qu'on pouvait aussi donner. Alors, il ne s'agit pas que de recevoir, mais on peut donner quelque chose auquel on tient, auquel on a tenu. Voilà. Oui, c'est ça. C'est les inciter à offrir quelque chose qui leur appartient. Là, on sent un peu cette mouvance, ce mouvement vers la quête de sens, en fait, dans tout, de manière générale, mais en particulier, justement, dans ces moments précis où on se retrouve en famille, où on est dans le partage, finalement, dans la solidarité. Exactement. C'est vraiment un très bon moment pour aider les enfants à prendre conscience qu'ils ne sont pas uniquement au sein d'une petite famille nucléaire. On les aide à agrandir leur monde et à leur faire comprendre que le monde n'est pas toujours très doux. Et c'est vrai qu'en ces temps particulièrement troublés, ça prend une résonance particulière d'apprendre à s'intéresser aux autres et puis à prendre le geste du don. Oui, le geste du don. Et puis autre chose aussi, c'est un cadeau éco-responsable aussi. C'est des cadeaux qui durent finalement dans le temps. Voilà, alors là, on est ravis de toute cette ambiance où on parle de ça. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur cette opération. Pour nous, c'est essentiel, en fait, de dire que les choses ont une durée de vie qui n'est pas celle de l'instant présent. On ne joue pas et après on joue et on ne joue plus. C'est pas l'idée. C'est de dire que les objets peuvent avoir une âme différente selon ce que la personne en a fait. Un jeu auquel on a beaucoup joué, on a 8, 9 ans, 10 ans, on n'y joue plus. Il va pouvoir rejoindre un autre enfant et avoir une autre histoire autour de ce jouet. Sans rentrer dans le côté évidemment religieux de Noël, mais tout simplement cette fête revêt souvent un caractère un peu commercial, donc on a voulu revenir, enfin vous avez voulu, et donc moi je m'inclus dans le lot parce que je me sens concernée, dans quelque chose qui finalement est plus lié aux valeurs que véhicule Noël. En fait, alors quelles sont-elles ces valeurs ? En fait, c'est vraiment les valeurs essentielles qui sont autour de Noël, c'est la paix, la solidarité, le partage et le souci du plus faible. Si on se réfère à l'événement initial qui est la naissance d'un petit bébé dans une étable et qui est devenu le Dieu des chrétiens, voilà, qu'on soit chrétien ou pas, c'est pas tellement d'importance. Par contre, de se dire que un tout petit qui naît pauvrement, il peut avoir une valeur immense, c'est ça qu'on essaye de faire passer comme message. Oui, il y a un message qui passe bien, parce qu'en fait, on voit que je regarde les chiffres que vous évoquez, un vent de changement s'ouvre sur les traditions de Noël, révélant effectivement une prise de conscience en matière d'éco-citoyenneté, puisque 79% des Français déclarent vouloir agir de manière justement éco-responsable pour les fêtes de fin d'année. Ça veut dire donc aussi peut-être donner, enfin j'allais dire recycler, le terme n'est pas beau, mais donner peut-être un jouet, et encore qui plus est, peut-être auquel on tient, voilà, et qui est encore en bon état. C'est ça, l'idée c'est vraiment donner quelque chose en bon état. Ça peut être un jeu, un jouet, pourquoi pas un vêtement. On va avoir un sweat qu'on a beaucoup aimé, puis ça y est, on fait du 40 et on rentre plus dedans. Ou encore, il nous vend encore, mais on a envie de le donner simplement parce qu'on l'aime. C'est ça aussi, voilà. L'idée c'est vraiment d'inciter, c'est aussi de se rendre compte que ce qu'on a, ça a de la valeur. Voilà, que c'est pas parce qu'on n'y joue plus que ça n'a plus de valeur, c'est pas parce qu'on le porte plus que ça n'a plus de valeur, et puis que ça peut rendre quelqu'un heureux. Alors donc justement, vous avez mis tout ça évidemment en exergue dans ces magazines que j'ai cités à l'instant. Donc je reprends par exemple Phosphore, Pomme d'Api, Astrapi. L'idée c'est de reparler effectivement de ces valeurs qu'on a évoquées, les valeurs évidemment de solidarité, de partage et de paix, de pouvoir les décrypter, j'imagine, pour les enfants en fonction des âges. Exactement. Et en fait, nous notre idée c'est de rassembler toute notre grande communauté de lecteurs. On a plusieurs millions de lecteurs. Si je cumule tous ceux qui lisent nos magazines. Et voilà, c'est un peu l'occasion de rappeler cette vérité de la vie. On n'est pas heureux tout seul dans son coin, on est heureux les uns avec les autres, et on est heureux si on apprend à vivre ensemble. Et en s'aidant les plus faibles. Ça, je pense que c'est quelque chose qui fait la force de l'humanité. Et c'est ça qu'on a eu aussi envie de raconter au moment de Noël. Et puis, bien sûr, que les choses peuvent durer plus que ce qu'on ne croit. Et ça, c'est vraiment un message intéressant. Oui, et puis même les émotions, les sentiments et les relations de partage qui peut durer plus, tout simplement en proposant cette idée de peut-être regarder un peu autour de soi, de s'éveiller aussi à la conscience de la solidarité qui doit être primordiale, encore plus aujourd'hui, en France, mais aussi ailleurs.
Exactement, et c'est pour ça qu'on propose aux enfants ou aux adolescents d'écrire sur un petit papier, s'ils s'en souviennent, quelque chose qui a trait à cet objet. Par exemple, si c'est une poupée qu'on a adorée, que c'est sa marraine qui vous l'a donnée, enfin, vous voyez, pour donner un supplément d'âme à cet objet. Et puis, on a fait beaucoup de reportages dans nos magazines qui essayent de comprendre comment on fait quand on veut aider les autres, soit en recyclant des choses, soit en fabriquant des jouets avec du papier, par exemple, comme Astrapi propose, ou alors raconter ce qui se passe dans une communauté Emmaüs. Alors justement, on reparle de ce don, hein, donc cet objet, ce vêtement, peu importe ce qui vous tient à cœur et que vous voulez donner qu'en guise de cadeau à celui ou celle qui n'a rien ou qui n'a pas. Eh bien, comment ça se passe? Dans n'importe quel des magazines, il y a une page où on peut montrer, je vois que vous êtes dessus là. Voilà, cette page, racontez-nous. Alors dans cette page, voilà, vous retrouvez ça dans tous nos magazines Bayard Jeunesse. Ça vous propose vraiment le mode à l'action très simple. Propose de télécharger une étiquette dans laquelle on peut raconter l'histoire de l'objet. Vous pouvez le soulever un tout petit peu, pardon, pour qu'on voit bien. Voilà exactement. Et puis, vous pouvez aussi y trouver l'adresse de la ressourcerie Emmaüs la plus proche de chez vous. Emmaüs, c'est un magnifique mouvement qui fête ses 70 ans cette année. Et on a eu envie de leur donner un coup de pouce. C'est pas évident pour ces ressourceries qui vivent de dons, à l'ère aussi de Vinted et d'autres lieux où on achète de la seconde main. Donc nous, on a eu aussi envie de les aider. Voilà, donc c'est l'idée à la fois de retrouver dans les magazines, donc de parler de ces valeurs, de comprendre ce que ça veut dire, de pouvoir en discuter aussi, d'avoir les mots pour pouvoir en discuter autour de soi. C'est un QR code qu'on va retrouver pour pouvoir télécharger et pour pouvoir envoyer ce don. Enfin, c'est le déposer ou l'envoyer d'ailleurs? Non, le plus simple, c'est de le déposer. Sinon, vous avez aussi le QR code sur le site bayardjeunesse.com. Si jamais vous n'avez pas les magazines, que vous voulez participer quand même, c'est ouvert à tous. Voilà. Et c'est une façon aussi de renouer avec l'idée du don, parce que souvent on le fait aussi pour le cousin ou la petite sœur, etc. Mais on n'a peut-être pas l'idée de le faire pour les autres. Par moment, c'est pas forcément parce qu'on ne le souhaite pas, mais on se dit non, je vais pas lui donner quelque chose d'usagé. Mais enfin, on a changé les mentalités par rapport à ça. Je pense que vous avez entièrement raison. Vous pointez quelque chose de très juste. Effectivement, je pense que c'est vraiment un changement de perspective. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont prêts à donner. Ils savent très bien que quand on va chez Emmaüs ou une autre ressourcerie, c'est pas une poubelle, que cet objet va être transformé, revendu, donné, enfin, qui va avoir une autre vie. Donc, mais simplement, il faut trouver l'idée de la mise à l'action. Et est-ce que cet objet, pardon, c'est une question bête, mais est-ce qu'on l'emballe comme un cadeau? Oui, vous pouvez l'emballer comme un cadeau ou pas. C'est un peu en fonction. Nous, on a fait notre petite boîte à Bayard et où chacun peut donner donc dans notre entreprise. Et nous, on nous a demandé de ne pas les emballer parce qu'on va faire des gros sacs par taille. Mais voilà, je pense qu'il faut y mettre ce qu'on a envie d'y mettre. Voilà. S'il y en a 1, 2, 3, 10, tant mieux, on est d'accord, voilà, évidemment. Et il y a aussi une application qui existe pour les plus jeunes qui s'appelle l'appli Bayam, c'est ça? Oui. Bayam, je sais pas comment on dit. Bayam, voilà, qui propose des idées cadeaux à faire soi-même. Exactement. Bayam, c'est une plateforme numérique qui est conçue par Bayard, où un enfant peut jouer, écouter des histoires et suivre des ateliers de fabrication. C'est une plateforme numérique fermée, qui est une offre dans la grande famille Bayard. Et eux aussi, ils proposent des ateliers très très sympas pour fabriquer des cadeaux récup. Et bien voilà, pour que Noël ait encore plus de sens que jamais, pour faire une opération solidaire avec à la fois Bayard Jeunesse et à la fois avec Emmaüs, et pour donner à tous ceux qui ont besoin, eh bien vous n'hésitez pas. Un magazine acheté, un QR code flashé, et hop, on dépose chez Emmaüs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Delphine Solière, pour nous parler de cette belle opération, qui est déjà dans les kiosques, on est d'accord, hein? Bon ben voilà, vous n'avez qu'à acheter. Merci beaucoup. On va retrouver Guillaume Ouattara pour sa chronique. Guillaume, pour une fois, vous avez décidé de parler de TikTok. Ça change? Bah oui, pour changer. Hein. Voilà. Avec une question cash et clash, est-ce que la plateforme engendre la dépravation des mœurs? Oui, effectivement, c'est une vraie question. L'accusation est forte. Elle est de vous? Non, absolument pas. Pour reprendre une phrase assez célèbre en ce moment, je vais pas cracher dans la main qui me nourrit intellectuellement. Un TikTok aujourd'hui nourrit mon esprit, nourrit ma manière de penser, mais pour autant, j'ai pas envie de faire l'apologie de cette plateforme. Et donc, je me suis demandé si, comme certains l'entendent, c'est une plateforme qui déprave les mœurs. Les accusations, elles sont graves, vous le disiez, et très officielles. Tout se joue au Burkina Faso, dans l'ouest
africains et même à l'Assemblée législative de la transition, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale, où une députée a interpellé il y a quelques jours la ministre en charge de la transition digitale, Aminata Zerbo-Sabané, en lui demandant qu'est-ce qu'elle comptait faire et s'il ne fallait pas interdire la plateforme TikTok. Voilà la réponse officielle de la ministre qu'elle a tenue au sein de l'Assemblée. À travers les initiatives des différents ministères et des organisations de la société civile, il y a pas mal de sensibilisation et de formation qui sont faites à l'endroit de plusieurs cibles, comme les journalistes, les parents, les enseignants, les jeunes, pour l'utilisation responsable des réseaux sociaux. En clair, ce que la ministre dit, c'est que elle ne fait pas de jugement de fond sur la plateforme, mais elle explique que les citoyens doivent être éclairés, doivent être informés. Elle rappelle également le cadre législatif au Burkina qui entoure l'utilisation de la plateforme, et notamment la thématique d'exhibition sexuelle qui est lourdement condamnée et condamnable. Oui, parce que dans plusieurs pays africains, en fait, la question de la dépravation est au cœur des enjeux quand il s'agit des usages de TikTok. Oui, on va parler en France beaucoup de la question de l'attention, du fait que ça peut rendre les jeunes un peu bêtes, un peu des questions de pornographie et de sexualité, mais moins de la dépravation. C'est-à-dire cette façon que l'application aurait de rendre les mœurs des jeunes assez légères. C'est au cœur, dans plusieurs pays, des préoccupations. Voilà, par exemple, une vidéo qu'on retrouve sur TikTok et qui parle de cette thématique. Vraiment, TikTok, phénomène de dépravation pour l'Afrique. TikTok est devenu un outil de nudité pour les jeunes africaines. C'est incroyable. Je n'ai pas de mots. Vraiment. Montrer les fesses, montrer les seins, jusqu'à montrer les parties intimes. Et c'est quoi ça encore? Et nos valeurs? Elles sont passées où? Alors la voix, c'est celle d'une intelligence artificielle. On reprend les codes de TikTok, de la musique angoissante, un texte assez fort, montrer les fesses, montrer les seins, c'est la dépravation. Au Congo, on réfléchit à des mesures radicales, restreindre l'accès, bloquer les programmes indésirables et proposer des contenus éducatifs, récréatifs et instructifs, tout en imposant les horaires d'accès, vont permettre aux autorités du pays de faire face au mauvais usage de cette application qui devient de plus en plus un phénomène de dépravation pour la jeunesse congolaise. C'est Étienne Pembe, chercheur et écrivain congolais, qui écrit ça dans les colonnes de Média Congo. D'autres pays sont allés plus loin, Guillaume, si je ne m'abuse, et sont allés jusqu'à l'interdire, cette application, non? Oui, on pense notamment à l'Afghanistan depuis 2022, parce que c'était pas conforme aux lois islamiques. On pense également à l'Inde, qui a fait partie des premiers pays à avoir interdit dès 2020 pour des raisons diplomatiques cette fois. Le Pakistan également a fait plusieurs fois des interdictions en 2020, 2021. Mais voilà, les autres pays n'ont pas prononcé une interdiction ferme de l'application. Alors, faut-il s'inquiéter de ces accusations de dépravation, justement? Parce que quelle est la situation en France? Oui, c'est des accusations qui sont graves et qui doivent nous questionner. Est-ce que TikTok est en train d'avilir l'esprit des plus jeunes, de les dépraver, de les mener vers le sentier des fesses, des seins, comme on le voyait dans cette vidéo? Bon, il est évident qu'on ne va pas faire l'apologie de la plateforme, mais il est évident que les parents doivent contrôler, et on en revient au propos de la ministre, c'est les parents qui sont la première barrière. Il faut savoir aussi que TikTok, il y a certes une partie de contenu natif, c'est-à-dire de contenu hébergé directement sur la plateforme, mais ce qui fait la force de ce réseau social, c'est qu'il fait de la curation de contenu. C'est-à-dire qu'on va aller récupérer le pire et le meilleur de tous les autres réseaux sociaux. Donc TikTok en tant que tel ne fait qu'héberger du contenu qu'on retrouve déjà ailleurs. C'est d'ailleurs toute la question qu'il y a autour de la télé-réalité Frenchy Shore qui finalement ne fait que reprendre des choses, des codes qu'on a déjà vus sur les réseaux sociaux. Le meilleur dans Frenchy Shore, on ne sait pas. Oui, là on est plutôt du côté du pire. Et puis la plateforme, elle se défend de mettre en place de la dépravation. D'abord, ce qu'elle explique, c'est que le contenu purement pornographique, il est interdit. Il y a des logiciels d'intelligence artificielle qui traquent effectivement toutes les parties intimes qui ne doivent pas être dévoilées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en début d'année, face à ces accusations, que TikTok a précisé certaines choses. Oui, il y a du contenu qui présente une certaine forme de nudité non totale, sexy, des danses équivoques. C'est du contenu qui est fait pour un public mature. Et TikTok précise qu'ils ont mis en place des algorithmes qui sont faits pour détecter ces contenus matures, c'est-à-dire qu'ils ne contreviennent pas aux règles, ils ont le droit d'être publiés, mais pour faire en sorte qu'ils ne soient pas visibles pour les 13-17 ans. C'est-à-dire que c'est du contenu qui est légal, on a le droit de danser de manière lascive, de danser de manière sexy. Par contre, on va éviter de le diffuser sur les 13-17 ans. Bon, parlons du meilleur. L'application peut être un bon outil justement pour les questions de santé sexuelle, Guillaume, non? Oui, c'est une étude qui a été menée par Zava, c'est un service de télémédecine sur Internet, pour se demander si finalement, TikTok, il n'y avait pas des choses intéressantes sur le plan de la question de l'éducation à la sexualité et à la santé. Alors, au milieu des danses et de tout ce qu'on peut dire, il
ils ont recherché les différents hashtags en lien avec ces thématiques pour savoir ce qui ressortait. Eh bien, les thématiques qui apparaissent le plus, c'est d'abord le VIH et le sida. Plus d'1,8 milliard de vidéos et de nombre de vues cumulées au 19 octobre sur cette thématique-là. Donc, on est au fond dans la prévention. Ensuite, il y a les thématiques de lesbianisme. 1,5 milliard de vues cumulées sur des vidéos autour de l'univers lesbien. L'anatomie sexuelle fait aussi partie des thématiques de vidéos. Et puis la question des règles douloureuses, des règles féminines. Donc, TikTok, pourquoi pas sur cette question de la dépravation, mais au-delà de la dépravation, il y a un vrai côté information, à condition, évidemment, Virginie, d'y rajouter de la régulation. Et on a les 3 ions. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. J'aime bien quand vous parlez de TikTok de manière assez positive, en tout cas informative. Ça change du Kwakubé. Ça change du Kwakubé. J'ai bossé le sujet. On va retrouver Malika Ménard dans Souvenir des colliers. Cette semaine, son invitée est la chanteuse Carla Donna. Du coup, quand tu entres dans la Star Academy, t'as pas si peur. T'as pas peur. Ou il y en a pour certains, c'est leur première. Ouais, c'est vrai, il y en a. Enfin, il y en a, oui, c'est les. Ils découvrent la scène, le monde, les caméras. Toi, pas quoi. Non, c'est sûr que pour le coup, j'avais cette chance-là de connaître un peu le milieu de la scène, du théâtre. Mais après, le milieu de la télé, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas côtoyé et c'est complètement différent de ce qu'on vit sur scène, quoi. Et comment tu intègres alors justement ce casting de la Star Academy ? En fait, on m'a contacté sur les réseaux et ensuite j'ai passé les castings. Classique. Ouais, classique, comme tout le monde. Et après, on m'a appelée en septembre, on m'a dit t'es prise et là j'étais genre... Là, tu te dis que l'émission peut changer ta vie ? Ouais, d'un côté, je me dis, je pense que l'émission, ça peut changer parce que c'est la Starac. Mais d'un côté, ça faisait tellement longtemps qu'il n'y avait pas eu la Starac à la télé. Oui, tu te dis, ça peut ne pas marcher, 15 ans. Et ouais, je me suis dit, s'il faut, ça va peut-être pas avoir le même impact qu'il y a 15 ans. Peut-être que... Je sais pas, en fait, même pour eux, c'était aussi un pari, pour nous aussi. Et je me suis dit, je vais le prendre comme une expérience de ouf. Je me suis quand même dit, ouais, ça va un peu changer ma vie, mais je pensais pas à ce point-là. C'est-à-dire à ce point-là, alors ? À ce point-là, c'est que j'avais... en fait, on devient un peu connu, quoi. Genre, alors, t'as jamais eu l'habitude de ce truc-là, donc tu deviens un peu connu, les gens, ils te reconnaissent. Tu fais, ah ouais, donc en fait, ça a vraiment été regardé. Parce que nous, quand on est dans le château, on se rend pas compte. Oui, bien sûr. Regardé. On a zéro information sur les audiences. On n'a pas de téléphone, donc on n'a vraiment aucune info. Et en fait, quand on sort et on voit que les gens ils nous reconnaissent, on dit ah ouais, donc en fait, les gens ils ont regardé. Moi, après, quand tu vas sur les réseaux, tu vois plein de vidéos de toi. Donc ouais, ça change. Et même au niveau de la musique, moi après, je me suis permise de vraiment me consacrer qu'à ma musique. Et ça change la vie en fait. Avant, tu étais obligée de travailler par ailleurs ? Avant, je faisais quand même ce qui me plaisait, parce que la comédie musicale, c'est dans mon cœur. Enfin, en fait, j'adore ça. Mais du coup, vu que j'étais dans la comédie musicale, je me prenais un peu moins de temps pour ma musique. Et là, je me suis vraiment consacrée à fond, donc c'était trop bien. Comment tu vis l'aventure à l'intérieur du château ? Comment je vis l'aventure ? Franchement, je la vis hyper bien. Genre, j'étais vraiment très à l'aise avec les autres candidats. Au début, les caméras, ça fait hyper bizarre parce que t'es filmé tout le temps. Et puis en fait, c'est des petites caméras, donc tu les vois pas forcément. Au début, tu les vois, après tu les vois plus. Donc je pense que j'ai été assez moi-même là-dedans, parce que c'est une émission où on peut complètement... Enfin, je pense qu'on peut complètement ne plus être soi-même. Et je pense que je suis restée assez moi-même. Ma famille me l'a dit, donc j'étais assez contente de ça. Et après... Je l'ai très bien vécu, mais il y a quand même le manque, justement, des proches. Il y a la pression, il y a la fatigue, parce qu'on est quand même tout le temps... En fait, on a tout le temps des échéances. Quand c'est pas les évaluations, après, c'est les primes, après, c'est le débrief, après... Donc, on est tout le temps. Ouais, c'est l'école. Donc, en fait, on revient à l'école. C'est hyper bizarre, surtout que moi, dès mes 18 ans, j'ai fait une école pendant 2 ans, mais j'ai travaillé très tôt, donc à 19 ans, donc... J'étais plus dans ce mood d'école, comme mes autres amis qui ont fait des facs ou des écoles de commerce. Ça, c'est pas quelque chose que tu aurais aimé faire ? Non. Non, vraiment pas. Genre, vraiment pas. Parce qu'on dit que les années d'études, c'est souvent les meilleures années, où on fait plein de choses, la vie insouciante. Ouais, c'est vrai, mais en fait, ce que je faisais, ça me plaisait tellement que j'avais pas ce truc de travailler, quoi. Ouais, et j'étais indépendante financièrement très tôt aussi. Donc ça, c'était hyper plaisant et je voyais tous mes potes qui kiffaient.
Mais ils étaient encore à l'école et moi, vu que je travaillais, j'étais là, ouais, j'ai l'impression d'être hyper grande et tout. Et donc là, c'est vrai que la Starac, on revient à l'école. Donc hyper bizarre, on dort avec plein de gens. On est comme un peu en colo. T'es en pensionnat aussi, non? Ouais, voilà. Donc voilà, ça, c'était un peu le moment un peu plus compliqué pour moi, même au niveau du sommeil, parce que moi, je dors beaucoup et là-bas, j'étais tellement stressée que je dormais pas. Je dormais genre 3 à 4 heures par nuit. Donc c'est un peu compliqué, mais sinon, c'est vraiment la Starac, c'est une expérience, c'est un truc de fou. Est-ce que tu as gardé des contacts avec ceux de ta promo? Ouais, bah là j'ai Paola qui dort chez moi en ce moment, avec qui je suis sortie. Ouais, on est restés liés. Oui, en plus c'est avec elle que c'est elle qui te sort entre guillemets, non? Non, c'est pas elle qui me sort parce que c'est juste que on a fait l'évaluation qu'on a fait ensemble. Bon, en vrai, elle était pas top, mais c'est pas plus de sa faute que la mienne. C'est juste qu'on n'a pas fait une bonne évaluation et au final on est sortis. Mais j'ai gardé un super lien avec Paola. Même si elle n'habite pas à Paris. Du coup, dès qu'elle vient à Paris, elle vient chez moi. Ouais. Ça, c'est cool. Paola, après, je vois pas mal à Seine aussi. Ouais. Louis, on s'est vu. Stan. Enfin, en vrai, j'ai quand même gardé le lien avec pas mal de monde. Paola, c'est celle de qui je suis la plus proche. Léa aussi, on s'est vu il y a pas longtemps. Mais vous suivez tous, alors? Ouais, on se suit tous et on garde tous un super lien. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Carla Donna pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika et à demain. Tout de suite, écoutez, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox, Canal 217 sur les box Orange et schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions. Aujourd'hui, à la réalisation, c'était au Boscar. Le son, c'est Thibaut Gouril-Lafont. Le maquillage, Laure Eudemont, Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée. Ciao. Ce programme vous a été présenté par Intel.